Bienvenue sur le Murmure Digital, là où les grandes idées résonnent en silence. Installez-vous, écoutez attentivement et plongeons ensemble dans le sujet d'aujourd'hui. Je suis ravie d'être là pour cette nouvelle exploration. Ouais, moi aussi, parce qu'aujourd'hui, on s'attaque à un monument assez provocateur. On va parler du livre de David Deida, La voix de l'homme supérieur. Ah oui, un texte qui ne laisse vraiment personne indifférent. C'est clair. Et je préfère le dire tout de suite à ceux qui nous écoutent, c'est une œuvre qui aborde la dynamique des genres, la sexualité et la spiritualité avec une vision très polarisante. Très spécifique, ouais. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est pas du tout de prendre parti. On n'est pas là pour dire si c'est bien ou mal, on veut juste enfiler notre blouse de laboratoire et décortiquer les concepts de l'auteur de manière totalement impartiale. Exactement. Et notre mission pour cette analyse, en fait, c'est de comprendre pourquoi l'auteur affirme que notre quête moderne d'égalité a, selon lui, complètement tué la passion sexuelle. Rien que ça. Ouais, et surtout, comment il propose de raviver cette étincelle en embrassant ce qu'il appelle les extrêmes de l'essence masculine et féminine. Du coup, pour bien comprendre son manuel, il faut d'abord se pencher sur sa critique des relations modernes. C'est la base, oui. Parce que, historiquement, les rôles étaient hyper figés, non? On avait le stéréotype du macho d'un côté et de la femme au foyer soumise de l'autre. Absolument. Et heureusement, la société a évolué. À partir des années 60, on est entré dans une étape intermédiaire, ce fameux compromis du 50-50. C'est ça. On se partage les tâches, on équilibre les comptes en banque, tout est juste. Et c'est une avancée sociale et économique fantastique, on est bien d'accord. Mais, et c'est là que Derrida frappe fort, il affirme que ce 50-50 a créé une forme de neutralité sexuelle. Une neutralité? C'est-à-dire, Bah, en fait, sur le papier, tout est parfait, tout est équilibré. Mais dans l'intimité, cette égalité gomme les différences et du coup éteint la passion. ah, je vois. Décortiquons un peu cela, parce que j'ai une analogie qui m'est venue en lisant nos notes. Vas-y, je t'écoute. C'est un peu comme essayer de brancher deux pôles positifs d'une batterie ensemble. Ah, excellente image. Sur le papier, ces deux pôles sont égaux, ils sont parfaits, ils ont la même puissance. Mais dans la pratique, si tu les branches ensemble, il n'y a aucune étincelle. Aucun courant ne passe, quoi. C'est exactement ça. Et ce qui est fascinant ici dans la théorie de Daida, c'est cette distinction très nette qu'il fait entre l'égalité sociale, qui est souhaitable, et l'énergie intime. Ouais, il faut séparer les deux. Tout à fait. Pour qu'il y ait de la passion, il faut un pôle positif et un pôle négatif, comme pour le magnétisme. Et il précise que ça n'a rien à voir avec le genre biologique ou l'orientation sexuelle. Ah bon? Même dans les couples homosexuels? Oui, complètement. Selon lui, environ 90% des individus ont une essence sexuelle clairement masculine ou féminine à la naissance. Donc, dans un couple de deux femmes ou de deux hommes, il faut quand même cette polarité pour que le désir survive. Exactement. On parle de dynamique butch et femme, ou juste de quelqu'un qui prend l'énergie directionnelle et l'autre l'énergie réceptive. Sans ce contraste, le désir meurt, tout simplement. D'accord. Donc, puisque ces pôles masculins et féminins sont si fondamentalement différents, qu'est-ce qui les motive vraiment au fond d'eux-mêmes? C'est là que ça devient psychologiquement très intense. Deida avance que la priorité absolue du cœur masculin, c'est la mission et la liberté. La liberté de quoi? La liberté face aux contraintes. Le masculin cherche constamment à briser les limites, à s'échapper, voire à frôler la mort. Frôler la mort, genre les sports extrêmes? Exactement. L'obsession pour les sports violents, la guerre ou même, métaphoriquement, la petite mort de l'orgasme. C'est une quête pour atteindre un état de vide, de libération totale. Et le pôle féminin, lui, il cherche quoi en opposition? Le cœur féminin cherche l'amour et le flux de la vie. Il ne cherche pas le vide, au contraire, il cherche la plénitude. À remplir le vide au lieu de le créer. C'est ça. Ça s'illustre par l'attrait pour les drames romantiques ou le fait de combler un manque avec des discussions intimes interminables ou même du chocolat. L'idée, c'est de faire circuler l'énergie de la vie. Ouais, c'est vraiment deux mondes qui s'entrechoquent. Et il y a ce concept clé pour le masculin dans le livre. Un truc du genre vivre comme si son père était mort. Oui, c'est très symbolique. Ça veut dire se libérer des attentes extérieures, du jugement de la figure paternelle ou de la société, pour trouver sa propre et véritable mission. Il dit aussi qu'il faut pencher juste au-delà de sa limite. Absolument. Le masculin doit embrasser l'inconfort et la peur au lieu de les fuir dans la paresse ou le confort de la routine. C'est comme ça qu'il s'aiguise. Mais attends, voici où cela devient vraiment intéressant et peut-être un peu choquant. Daida affirme que la mission d'un homme doit passer avant sa relation amoureuse.
Oui, il est très clair là-dessus. Mais c'est pas hyper égoïste ça? Je veux dire, si l'essence féminine a tellement besoin d'amour et de connexion, elle va forcément se sentir abandonnée si elle n'est pas la priorité numéro un, non? C'est la réaction logique qu'on a tous en lisant ça. Mais si on relie cela à la vision globale de Deida, il y a une vraie logique derrière. Je demande à voir. Imagine un homme qui sacrifie sa mission, son but profond dans la vie, juste pour passer du temps avec sa partenaire, par obligation. D'accord. Le mec qui reste sur le canapé pour éviter une dispute. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Il devient affaibli. Il accumule un ressentiment silencieux. Et la femme, avec son radar émotionnel, elle va ressentir ce vide. Ah, elle va sentir qu'il est éteint à l'intérieur. Exactement. Et elle va perdre confiance en lui. C'est pour ça que Deida dit que 30 minutes de présence absolue et ancrée vaut le 1000 fois mieux que des heures de présence divisées ou résignées. Ouais, la qualité plutôt que la quantité. Je comprends mieux. Mais du coup, avec des priorités aussi opposées, ça doit inévitablement créer des conflits explosifs, non? Oh, inévitablement. Et sa manière d'expliquer les ruptures de communication est assez unique. Il utilise une phrase choc: les femmes ne sont pas des menteuses. Ok. Pourquoi il ressent le besoin de préciser ça? Parce que, selon lui, quand le pôle féminin s'exprime dans l'émotion, ces mots reflètent une émotion changeante, dans l'instant. C'est comme la météo. La météo. Oui, c'est pas un engagement littéral ou un rapport factuel. C'est l'orage qui passe. Donc, quand elle se plaint, l'auteur dit que les plaintes sont souvent vides de contenu factuel. Attends, donne-moi un exemple. D'accord. Imaginons, elle se plaint que le garage n'est pas rangé et elle fait une énorme crise pour ça. Ok. En fait, ce n'est pas vraiment à propos du garage. C'est à propos de quoi alors? C'est parce qu'elle ressent que son partenaire n'a pas tenu parole. Il avait dit qu'il le ferait et il ne l'a pas fait. Ça montre, énergétiquement parlant, un manque d'intégrité de son noyau masculin. Ah, et ça la terrifie de voir qu'il n'est pas solide. Voilà. Du coup, l'homme qui essaye de répondre à cette crise avec des arguments logiques se trompe complètement de combat. C'est marrant, ça me fait penser à une analogie. Essayer de résoudre l'humeur d'une partenaire avec de la logique, c'est littéralement comme essayer d'arrêter un ouragan en lui présentant un tableau Excel. C'est la meilleure métaphore possible. Ton tableau Excel est peut-être parfaitement exact, mais l'ouragan s'en fiche complètement. Ouais, il va juste t'emporter avec tes calculs. Et d'ailleurs, il y a cette anecdote du millionnaire dans le livre qui illustre parfaitement ce côté irrationnel, enfin, en apparence. Ah, cette fameuse histoire, elle est brillante. Tu peux la rappeler à ceux qui nous écoutent? Le gars rentre chez lui après avoir gagné 1 million de dollars. Oui, c'est le grand jour de sa vie. Il passe la porte, triomphant, et là, sa femme le réprimande sèchement, Pourquoi déjà? parce qu'il a oublié d'acheter du lait en rentrant. C'est fou. Le mec gagne 1 million et elle l'allume pour une bouteille de lait. De l'extérieur, c'est super cruel. On dirait qu'elle veut saboter sa joie. C'est ce qu'on se dit tous. Mais si nous relions cela à une vision plus large, Deida explique qu'elle ne cherche pas du tout à le rabaisser. En fait, elle le teste. Elle le teste? Oui, inconsciemment. Elle teste sa présence. Elle veut voir si son succès et sa joie dépendent de sa validation à elle ou s'il est un véritable Shiva. Un Shiva, la divinité. Oui, dans le sens d'une conscience imperturbable. S'il s'effondre ou s'énerve pour du lait, ça prouve que son noyau est fragile. S'il sourit, l'enlace et reste ancré dans sa joie, il réussit le test. Il montre qu'il est la montagne et qu'elle est le vent. C'est exactement ça. Il ne faut surtout pas tolérer l'humeur en serrant les dents, car ça mène au ressentiment. L'homme supérieur doit pénétrer l'humeur avec amour, avec humour, avec une présence physique. Parce que si l'homme s'écrase et laisse le pôle féminin prendre les décisions sous le coup de l'émotion, ça crée quoi? Ça crée de la dureté, de la méfiance chez la femme. Elle ne veut pas être le capitaine du navire pendant la tempête, elle veut sentir qu'il tient la barre. C'est intense. Mais pour maintenir cette conscience imperturbable face aux tempêtes quotidiennes, comment on gère l'énergie brute? Parce qu'on parle aussi de luxure, de part d'ombre dans ce bouquin. Oui, c'est la section la plus controversée. Daïda affirme que le féminin veut le tueur en l'homme. Le tueur. Faut avouer que le mot fait un peu peur. Évidemment, il ne parle pas de commettre un crime. Ouf, me voilà rassuré. Il parle de cette capacité ancestrale à affronter le danger. La femme a besoin de savoir qu'il peut tuer le cafard dans la salle de bain, descendre vérifier s'il y a un voleur, et sur le plan intime, ravager spirituellement par amour. Une énergie vraiment primale en fait. Complètement. Et ça inclut l'attirance pour les autres. L'auteur dit que le désir est inévitable. Être attiré par des femmes dans la rue, c'est une bénédiction. C'est le flux de la vie. Faut pas le supprimer. Mais alors qu'est-ce qu'on en fait de ce désir si on ne le supprime pas et qu'on ne passe pas à l'acte non plus? Il faut le transformer.
Par exemple, il fait une distinction très claire entre les énergies. L'énergie des jeunes femmes apporte un rajeunissement spécifique, très pétillant, D'accord. mais au lieu de consommer cette énergie par la luxure, l'homme doit la respirer, la faire circuler en lui pour l'offrir ensuite comme un cadeau au monde, à travers sa mission. Et pour les femmes plus âgées? C'est très différent. Elle possède une magie et une sagesse profonde. C'est une énergie d'enracinement qu'il ne faut surtout pas comparer à la vivacité de la jeunesse. Ce sont deux carburants distincts. Ce concept de carburant énergétique m'amène à un autre point hyper pragmatique du livre, la température de l'énergie. Ah oui, très important pour éviter les clashs à la maison. Ouais, l'idée c'est qu'un homme hyper stressé qui vient de se battre toute la journée au travail, il a une énergie très chaude, très agressive. Oui, il est en ébullition. Et s'il rentre chez lui et qu'il percute de plein fouet l'énergie volcanique de sa femme, ça explose. Forcément. C'est pour ça que Deida suggère qu'il a parfois besoin d'une énergie rafraîchissante avant. Genre un moment de solitude. Une marche, un massage d'une amie neutre, ou juste s'asseoir dans le silence. Baisser la température avant de reconnecter avec le pôle féminin chaud. C'est de la gestion thermique émotionnelle en fait. Mais le livre va encore plus loin dans le contrôle de l'énergie physique, jusqu'à parler de la biologie de l'homme. Tu veux parler de l'éjaculation ci-entrée? Ouais, l'auteur dit que ça draine littéralement l'énergie masculine si ce n'est pas un choix conscient. C'est une idée très ancrée dans les traditions taoïstes. L'éjaculation dissipe l'énergie vers l'extérieur. Dedada propose des techniques de respiration vers le bas du ventre pour faire remonter cette énergie le long de la colonne vertébrale. Attends, vraiment. L'objectif, c'est d'avoir des orgasmes non éjaculatoires? Exactement. Le but, c'est de ne pas se vider de sa force. L'homme conserve ainsi sa force de pénétration dans le monde, sa clarté mentale pour accomplir sa mission. Alors qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Parce que demander à quelqu'un de voir la luxure et la biologie comme des outils spirituels, plutôt que comme de simples instincts, c'est un changement de paradigme massif, non? C'est un renversement total, mais si on assemble toutes les pièces du puzzle, on comprend que Derrida fait le lien entre la petite mort de l'orgasme physique et la grande mort de l'ego. C'est-à-dire? Le but ultime de l'essence masculine, on l'a dit au début, c'est la libération. En maîtrisant son énergie sexuelle, l'homme refuse de se laisser vider par les distractions du monde. Il reste plein d'énergie. Oui, il reste rempli, ce qui lui permet d'accomplir sa mission avec une intensité maximale et d'aimer sa partenaire sans aucune limite, sans jamais s'effondrer. C'est une discipline de vie assez incroyable. Et avant de conclure, on voulait laisser une dernière pensée provocatrice à tous ceux qui nous écoutent. Une idée qui change vraiment la perspective sur nos problèmes quotidiens, oui. L'auteur affirme que la femme teste l'homme pour vérifier sa présence, sa solidité. Et si le monde extérieur fonctionnait de la même manière? C'est la réflexion ultime. Le monde incarne l'énergie féminine, à grande échelle. Il est chaotique, imprévisible. Ouais. Donc, imaginez tous ces obstacles irritants du quotidien, un pneu crevé sous la pluie, un patron insupportable, un échec financier brutal. On pourrait les voir non pas comme des injustices qui nous accablent, mais comme des tests. Le monde se comporte comme le pôle féminin. Exactement. Le monde te teste pour forger ta présence inébranlable et t'obliger à révéler ta véritable mission. Si tu restes ancré face aux pneus crevés, tu as gagné. C'est une manière fascinante de reprendre le pouvoir sur sa propre vie. Ne plus fuir le chaos, mais l'embrasser. C'est une excellente conclusion pour cette exploration intense. Nous arrivons à la fin de notre voyage aujourd'hui sur le murmure digital. Qu'avez-vous pensé de ce sujet? Partagez vos réflexions dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. À très vite pour un nouveau murmure.